L'Abbé Prévost, Histoire du chevalier d'Aigrieux et de Manon Lescaut. Suite de la première partie. Nous prîmes un appartement meublé à Paris. Ce fut dans la rue V et, pour mon malheur, auprès de la maison de M. de B, célèbre fermier général. 3 semaines se passèrent, pendant lesquelles j'avais été si rempli de ma passion que j'avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. Cependant, comme la débauche n'avait nulle part à ma conduite, et que Manon se comportait aussi avec beaucoup de retenue, la tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l'idée de mon devoir. Je résolus de me réconcilier, s'il était possible, avec mon père. Ma maîtresse était si aimable que je ne doutais point qu'elle ne pût lui plaire, si je trouvais moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite. En un mot, je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser, ayant été désabusé de l'espérance de le pouvoir sans son consentement. Je communiquai ce projet à Manon, et je lui fis entendre qu'outre les motifs de l'amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose, car nos fonds étaient extrêmement altérés, et je commençais à revenir de l'opinion qu'ils étaient inépuisables. Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu'elle y opposa, n'étant prises que de sa tendresse même et de la crainte de me perdre, si mon père n'entrait point dans notre dessein après avoir connu le lieu de notre retraite, je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel qu'on se préparait à me porter. À l'objection de la nécessité, elle répondit qu'il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines et qu'elle trouverait, après cela, des ressources dans l'affection de quelques parents à qui elle écrirait en province. Elle adoucit son refus par des caresses si tendres et si passionnées que moi, qui ne vivais que dans elle et qui n'avais pas la moindre défiance de son cœur, j'applaudis à toutes ses réponses et à toutes ses résolutions. Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m'aperçus, peu après, que notre table était mieux servie et qu'elle s'était donné quelques ajustements d'un prix considérable. Comme je n'ignorais pas qu'il devait nous rester à peine 12 ou 15 pistoles, je lui marquai mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria, en riant, d'être sans embarras. « Ne vous ai-je pas promis, me dit-elle, que je trouverais des ressources ?» Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement. Un jour que j'étais sorti l'après-midi et que je l'avais averti que je serais dehors plus longtemps qu'à l'ordinaire, je fus étonné qu'à mon retour, on me fit attendre 2 ou 3 minutes à la porte. Nous n'étions servis que par une petite fille qui était à peu près de notre âge. Étant venue m'ouvrir, je lui demandai pourquoi elle avait tardé si longtemps. Elle me répondit, d'un air embarrassé, qu'elle ne m'avait point entendu frapper. Je n'avais frappé qu'une fois. Je lui dis « Mais, si vous ne m'avez pas entendu, pourquoi êtes-vous donc venu m'ouvrir ?» Cette question la déconcerta si fort que, n'ayant point assez de présence d'esprit pour y répondre, elle se mit à pleurer, en m'assurant que ce n'était point sa faute, et que madame lui avait défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que M. de B fût sorti par l'autre escalier qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus que je n'eus point la force d'entrer dans l'appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d'une affaire, et j'ordonnai à cet enfant de dire à sa maîtresse que je retournerais dans le moment, mais de ne pas faire connaître qu'elle m'eût parlé de M. de B. Ma consternation fut si grande que je versai des larmes en descendant l'escalier, sans savoir encore de quel sentiment elles partaient. J'entrai dans le premier café, et m'y étant assis près d'une table, j'appuyai la tête sur mes 2 mains pour y développer ce qui se passait dans mon cœur. Je n'osais rappeler ce que je venais d'entendre. Je voulais le considérer comme une illusion, et je fus prêt 2 ou 3 fois de retourner au logis, sans marquer que j'y eusse fait attention. Il me paraissait si impossible que Manon m'eût trahi, que je craignais de lui faire injure en la soupçonnant. Je l'adorais, cela était sûr. Je ne lui avais pas donné plus de preuves d'amour que je n'en avais reçu d'elle. Pourquoi l'aurais-je accusée d'être moins sincère et moins constante que moi?
Quelle raison aurait-elle eu de me tromper? Il n'y avait que 3 heures qu'elle m'avait accablé de ses plus tendres caresses, et qu'elle avait reçu les miennes avec transport. Je ne connaissais pas mieux mon cœur que le sien. Non, non, repris-je. Il n'est pas possible que Manon me trahisse. Elle n'ignore pas que je ne vis que pour elle. Elle sait trop bien que je l'adore. Ce n'est pas là un sujet de me haïr. Cependant, la visite et la sortie furtive de M. de B me causaient de l'embarras. Je rappelais aussi les petites acquisitions de Manon, qui me semblaient surpasser nos richesses présentes. Cela paraissait sentir les libéralités d'un nouvel amant. Et cette confiance qu'elle m'avait marquée pour des ressources qui m'étaient inconnues, j'avais peine à donner à tant d'énigmes un sens aussi favorable que mon cœur le souhaitait. D'un autre côté, je ne l'avais presque pas perdu de vue depuis que nous étions à Paris. Occupation, promenade, divertissement. Nous avions toujours été l'un à côté de l'autre. Mon Dieu, un instant de séparation nous aurait trop affligés. Il fallait nous dire sans cesse que nous nous aimions. Nous serions morts d'inquiétude sans cela. Je ne pouvais donc m'imaginer presque un seul moment où Manon puisse être occupée d'un autre que moi. À la fin, je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. Monsieur de B, dis-je en moi-même, est un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations. Les parents de Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent. Elle en a peut-être déjà reçu de lui. Il est venu aujourd'hui lui en apporter encore. Elle s'est fait sans doute un jeu de me le cacher pour me surprendre agréablement. Peut-être m'en aurait-elle parlé si j'étais rentrée à l'ordinaire, au lieu de venir ici m'affliger. Elle ne me le cachera pas, du moins, lorsque je lui en parlerai moi-même. Je me remplis si fortement de cette opinion qu'elle eut la force de diminuer beaucoup ma tristesse. Je retournai sur-le-champ au logis. J'embrassai Manon avec ma tendresse ordinaire. Elle me reçut fort bien. J'étais tentée d'abord de lui découvrir mes conjectures, que je regardais plus que jamais comme certaines. Je me retins, dans l'espérance qu'il lui arriverait peut-être de me prévenir, en m'apprenant tout ce qui s'était passé. On nous servit à souper. Je me mis à table d'un air fort gai, mais à la lumière de la chandelle qui était entre elle et moi, je crus apercevoir de la tristesse sur le visage et dans les yeux de ma chère maîtresse. Cette pensée m'en inspira aussi. Je remarquai que ses regards s'attachaient sur moi d'une autre façon qu'ils n'avaient accoutumé. Je ne pouvais démêler si c'était de l'amour ou de la compassion, quoiqu'il me parût que c'était un sentiment doux et languissant. Je la regardai avec la même attention, et peut-être n'avait-elle pas moins de peine à juger de la situation de mon cœur par mes regards. Nous ne pensions ni à parler, ni à manger. Enfin, je vis tomber des larmes de ses beaux yeux. Perfides larmes! Ah, Dieu! M'écriai-je. Vous pleurez, ma chère Manon. Vous êtes affligée jusqu'à pleurer, et vous ne me dites pas un seul mot de vos peines. Elle ne me répondit que par quelques soupirs qui augmentèrent mon inquiétude. Je me levai en tremblant. Je la conjurai, avec tous les empressements de l'amour, de me découvrir le sujet de ses pleurs. J'en versai moi-même en essuyant les siens. J'étais plus mort que vif. Un barbare aurait été attendri des témoignages de ma douleur et de ma crainte. Dans le temps que j'étais ainsi tout occupé d'elle, j'entendis le bruit de plusieurs personnes qui montaient l'escalier. On frappa doucement à la porte. Manon me donna un baiser, et s'échappant de mes bras, elle entra rapidement dans le cabinet, qu'elle ferma aussitôt sur elle. Je me figurai qu'étant un peu en désordre, elle voulait se cacher aux yeux des étrangers qui avaient frappé. J'allai leur ouvrir moi-même. À peine avais-je ouvert que je me vis saisir par 3 hommes que je reconnus pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence, mais 2 d'entre eux m'ayant pris par le bras, le 3e visita mes poches, dont il tira un petit couteau qui était le seul fer que j'eusse sur moi. Ils me demandèrent pardon de la nécessité où ils étaient de me manquer de respect. Ils me dirent naturellement qu'ils agissaient par l'ordre de mon père et que mon frère aîné m'attendait en bas dans un carrosse. J'étais si troublée que je me laissai conduire sans résister et sans répondre.